Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire masterclass face à la crise énergétique. Comment les acheteurs publics peuvent-ils réagir? Je vous propose d'attendre quelques instants avant de commencer, le temps que les inscrits puissent se connecter au Zoom. Bonjour à tous, je vous propose de commencer cette masterclass. Donc peut-être pour me présenter rapidement, je suis Alizée Bock, je suis responsable du programme Commande publique Grand Est au sein de Grand I9+. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cette 9e masterclass d'un cycle initié dans le cadre du Business Act sur le sujet de la crise énergétique et des leviers qui peuvent être mobilisés par les acheteurs publics pour répondre à la hausse des coûts de l'énergie. Peut-être à titre d'introduction, hein, je me permets de repréciser que cette masterclass s'insère dans un cycle qui a été amorcé dans le cadre du Business Act Grand Est, donc le plan relance de la région Grand Est, qui a été co-construit avec l'État. Et donc, dans le cas de ce Business Act, la commande publique a vraiment été identifiée comme un levier de relance économique. En effet, hein, les achats publics en région Grand Est constituent près de 7 milliards d'euros en 2021. Et c'est par ce poids qu'ils représentent, ils se doivent d'être plus accessibles, plus responsables et s'orienter vers des pratiques plus durables, plus transparentes et qui laissent une plus grande place aux opérateurs économiques locaux. Et c'est dans ce cadre-là, hein, que la région Grand Est et l'État se sont engagés dans le Business Act à mettre en place plusieurs actions visant à renforcer la capacité des entreprises à se positionner sur les marchés publics, mais également à favoriser le dialogue entre entreprises et acheteurs publics. Et donc ces actions s'incarnent notamment par la plateforme Apogée, agrégateur de marchés publics à l'échelle régionale, donc qui agrège les appels d'offres portés par des acheteurs publics en région. Également avec un volet, hein, dédié aux intentions d'achat pour permettre aux acheteurs publics de communiquer sur leur intention d'achat et donc leur marché à venir. Également a pris forme début 2022 le réseau commande publique Grand Est qui rassemble un large réseau de membres fondateurs, l'État, la région, les chambres de commerce et d'industrie, les CMA, chambres d'agriculture, CRES, et agences de développement économique notamment, qui déploient un réseau de personnes référentes à même de conseiller les entreprises sur leur accès au marché public. Et au-delà, voilà, de ce réseau à destination des entreprises, avec des actions à destination des entreprises, se déploie également depuis plus d'un an maintenant, la charte régionale de la commande publique qui réunit 53 signataires qui s'engagent pour un achat plus accessible, plus transparent, plus innovant et plus durable. Et donc, on a d'ailleurs, cette semaine également avec les signataires de la charte, un temps de lancement de l'animation collective qui donnera lieu à des, groupes de travail. Donc si vous êtes un acheteur et que vous êtes intéressé de rejoindre cette dynamique collective entre acheteurs, vous pouvez nous contacter. Je vous partagerai les coordonnées de ma collègue en charge de ces sujets-là en fin de masterclass. Et donc peut-être pour introduire le sujet d'aujourd'hui, donc nous avons, souhaité parler de ce sujet de la crise énergétique et donc nous avons un panel d'intervention, de choix et donc je vais pouvoir vous présenter le programme. Donc nous commencerons, tout d'abord par une prise de parole de Anne-Laure Nicollet, directrice conseil public, chez Opéra Énergie, qui pourra nous présenter, le fonctionnement des marchés de l'énergie, mais aussi le panorama d'évolution des prix et les perspectives à court et moyen terme. Puis après cette prise de parole, voilà, introductive pour bien, cadrer le sujet, nous allons détailler différents leviers d'action mobilisables pour les collectivités ou plus largement, pour les acheteurs publics, hein. Donc le premier levier, acheter mieux, anticiper, acheter au bon moment, mutualiser avec une prise de parole de monsieur Oussam Alexandre Mouni, directeur associé et fondateur du cabinet Énergie-Dev. Et nous aurons, à l'appui de cette intervention, un témoignage de Vincent Vallès, responsable de la mission achat à la métropole du Grand Nancy, qui nous parlera notamment de groupement d'achat. Puis nous irons vers un deuxième levier, celui des énergies renouvelables, avec une prise de parole de Lionel Guy, chef du service énergie renouvelable et maîtresse de l'énergie, maîtresse de la demande de l'énergie au sein de la FNCCR.
Et en appui, nous aurons un témoignage de Édouard Serreuil, responsable du service énergie du syndicat Morbihan Énergie. Et enfin, nous aurons un troisième levier qui sera développé, celui de la sobriété. Et donc, Monsieur Guy de la FNSSR nous repositionnera également ce sujet. Et à l'appui, nous aurons un témoignage de Joël Schmitt, responsable du pôle efficacité énergétique et énergie renouvelable au sein de la direction immobilier et maîtrise d'ouvrage de la région Grand Est. Nous finirons par un petit temps, une dizaine de minutes de questions-réponses. Donc, vos questions, vous pouvez les remonter via le module questions-réponses QR de la plateforme Zoom. Les intervenants pourront soit vous répondre par écrit durant la masterclass, soit je pourrai leur réorienter les questions en fin de masterclass. Voilà, donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais transmettre la parole à Madame Nicolet, directrice conseil public chez Opéra Énergie, justement pour nous parler des marchés de l'énergie. Bonjour à tous. Anne-Laure Nicolet, donc je suis la directrice grand compte et collectivité chez Opéra Énergie. Et je suis en charge, j'ai la lourde responsabilité de parler du contexte assez inattendu de l'année dernière en guise d'introduction. Donc, je vais d'abord commencer par une base théorique qui me semble être une base utile pour comprendre la crise énergétique dans laquelle on est. Cette base théorique, c'est ce qu'on appelle le merit order. La question qu'on s'est beaucoup posée ces derniers mois, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'en France, alors qu'on a de l'électricité nucléaire, le prix de gros de l'électricité va dépendre à ce point du prix du gaz naturel et pourquoi on a depuis des mois des prix de l'électricité et du gaz qui explosent comme ils l'ont explosé l'année dernière et comme ça commence déjà même l'année d'avant. Donc ça peut être assez étonnant, hein, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Et une fois qu'on aura posé ces bases-là, on pourra comprendre les fondements économiques de la crise qu'on est en train de traverser. Et ça va nous donner une clé de compréhension majeure de ce qui se passe depuis ces 2 dernières années. Avant de parler du merit order, je voudrais parler d'un prérequis qui me paraît intéressant. Il faut savoir qu'entre les 2 tiers et les 3 quarts de la production française d'électricité sont nucléaires. La France a, au cours des années 80-90, construit une soixantaine de réacteurs. C'est un exploit industriel et ça reste aujourd'hui une véritable spécificité française, une grande spécificité de notre modèle. Et il y a une autre spécificité, pour la petite histoire, je pose souvent la question dans les webinaires de savoir si vous saviez que c'était pour cette raison qu'en France, on roule aujourd'hui énormément au diesel. En fait, il a fallu trouver un usage à l'électricité. Et du coup, on a commencé à se chauffer à l'électricité pour écouler toute la production nucléaire qu'on avait. Et on s'est retrouvé avec un trop plein de fuel qu'aujourd'hui on met dans les voitures. Et c'est de ce moment-là qu'on est devenu un pays qui roule majoritairement au diesel. Petite parenthèse refermée. Si je reviens donc sur la slide sur le merit order, on entend souvent dire que le lien entre le prix de l'électricité et le prix du gaz, ça vient de l'ouverture à la concurrence. Ça vient de l'Europe. Ça vient du gouvernement qui a pris de mauvaises décisions. Et pour moi, c'est important de préciser que ce lien-là, ce n'est pas un décret, ce n'est pas une réglementation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment abolir. Et on voit bien que dans les discussions politiques qu'il y a depuis plusieurs mois au niveau européen, c'est quelque chose de pas si simple de décorréler l'électricité et le gaz, parce qu'en fait, c'est un principe économique. Quand vous avez un parc de production avec plusieurs technologies, donc de l'hydraulique, du nucléaire, du gaz, du charbon et des moyens de pointe, vous devez exploiter ce parc de production le mieux possible. En langage économique, exploiter un parc de production le mieux possible, ça veut dire répondre à la demande avec l'énergie qui coûte la moins chère possible pour gérer son parc. Comme l'électricité ne se stocke pas et qu'il faut qu'à tout moment, l'offre d'électricité qui arrive sur le réseau soit parfaitement équilibrée avec la demande qui arrive sur le réseau, au risque d'avoir un blackout et d'avoir l'électricité qui saute partout,
Même si on a un parc qui est basé à 80% sur du nucléaire et de l'hydro, 80% du temps en France, il va nous manquer 1 mégawatt de production pour équilibrer le réseau. Et c'est un fondamental du fonctionnement électrique français. Et du coup, on va avoir besoin d'une centrale à gaz pour produire le dernier mégawattheure dont on a besoin et pour, pour maintenir le réseau en bon état de marche. Et cette centrale à gaz, ben, elle ne va accepter de démarrer que si ça lui permet de couvrir ses charges. En fait, il va falloir que le prix de gros de l'électricité soit supérieur au prix d'achat du gaz. Et à ce moment-là, on a du coup sur les marchés de gros un seul prix de l'électricité. Et ce prix, il est fixé par le prix du gaz. Parce que si la centrale ne démarre pas, on a un blackout. Et quand on regarde l'historique des prix de l'électricité, dès qu'on a une abondance de gaz, on a des prix qui chutent. Et dès qu'on a une pénurie de gaz, on a des prix qui montent. Et si on regarde à partir de mi-2021, on a des prix de l'électricité qui augmentent dans le sillage des prix du gaz. Si j'illustre ce que je viens de dire sur un graphique de prix, on voit qu'au moment où on a une hausse de prix du pétrole et a fortiori une hausse des prix du gaz, dans les années 2008, on a des prix d'électricité qui explosent autour de 90 € du mégawattheure. Au moment de la crise financière, ben, la demande d'électricité diminue, donc on a des prix qui chutent. Et puis, on va rentrer dans une période où on va découvrir énormément de gaz de schiste, où on va développer énormément le renouvelable. Développer le renouvelable, ça veut dire avoir besoin de moins de gaz pour produire de l'électricité et du gaz en abondance qui coûte peu cher. Donc, un prix de l'électricité qui chute pour atteindre en janvier 2016 des historiques autour de 25 € du mégawattheure. Et puis, bah, petit à petit, on a une reprise économique, des prix qui remontent et on arrive dans la période du Covid avec des prix qui rechutent associés à une baisse de la demande d'électricité. On voit qu'en gaz, on a sur la slide d'après, on a sensiblement les mêmes mouvements, c'est-à-dire qu'on a un prix du gaz, du fait du boom du gaz de schiste qui chute autour de 12-13 € du mégawattheure en 2016, une reprise économique qui a un impact sur le prix du gaz, la flambée des prix du carbone qui fait de nouveau remonter le prix du gaz autour de 26 € du mégawattheure, de nouveau une chute avec la crise du coronavirus en 2020 avec des prix qui passent en dessous de 12 € du mégawattheure. Et puis, de nouveau, des prix qui remontent tout doucement à partir de la crise du coronavirus. Ces pics et ces creux, c'est associé à l'équilibre de l'offre et de la demande. On voit que, en fonction du niveau d'offre et du niveau de demande et en fonction de l'offre de gaz qu'on peut avoir, on a des prix qui sont à la hausse ou à la baisse. Je remets peut-être juste un élément pour qu'on soit tous bien clairs là-dessus. Les prix que je vous montre ici, c'est les prix sur les marchés à terme. Donc, c'est les prix qu'on regarde pour l'année d'après. C'est ce qu'on va signer à une date donnée pour l'année N+1. Donc, c'est ces prix-là qui sont influencés par des grands phénomènes géopolitiques, économiques. Et c'est ces marqueurs-là qu'on observe le plus et qu'on regarde le plus évoluer pour avoir une idée des tensions qu'on peut avoir sur le marché. Donc, si on regarde depuis 2014 sur le prix du gaz, on a des prix qui naviguent entre 13 et 30 € du mégawattheure sur les marchés à terme. Et sur l'électricité, on a des prix qui naviguent entre 25 et 60 € du mégawattheure. Et on va avoir pendant des années, avec le boom du gaz de schiste, avec le développement des énergies renouvelables, des prix du gaz autour de 18-20 € du mégawattheure et des prix de l'électricité autour de 40-45 € du mégawattheure. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va revenir sur la crise en tant que telle qu'on traverse et je vous invite à bien garder en tête ce qu'on s'est dit sur le merit order et l'importance qu'a le gaz dans notre système énergétique. Parce que la première étape de la crise, c'est avant tout une crise du gaz avec une forte hausse du prix du gaz.
pourquoi on a cette hausse du prix du gaz. Tout le monde a bien entendu en tête ce qui se passe avec la Russie. Mais si on remonte un petit peu plus loin, on a ce que certains économistes appellent la théorie du signe noir. On a malheureusement un alignement de planètes assez malheureux et tout part du Covid. Donc, pendant le Covid, le prix du gaz s'effondre parce que la demande s'effondre. Et on a alors trop de production par rapport à la consommation. On est vraiment dans un ratio d'une demande très faible et d'une offre très forte. À la fin de la crise Covid, on a la demande du gaz qui commence à repartir, mais on a aux États-Unis des producteurs qui ont fait faillite. Et il faut savoir que le prix du gaz, c'est un prix mondial, parce que le gaz, on peut le transporter d'un continent à un autre par bateau. On a donc ce qui se passe aux États-Unis avec des producteurs qui ont fait faillite avec la chute des prix, donc une offre en berne. On a d'autres problématiques qui sont liées à d'autres énergies. On a des problèmes sur l'hydraulique en Amérique du Sud. On a des problèmes pour compenser le manque d'électricité des éoliennes en Europe. On a des problèmes d'offres en Europe également, où on a des forages au Danemark qu'on ne peut plus faire pour aller chercher du gaz parce qu'on se rend compte que ça crée des secousses sismiques. On a au Mexique des problèmes de forage également. Donc, on a tout un tas de paramètres qui font que on a un prix, un volume de gaz disponible qui est assez faible. Et puis, évidemment, post-Covid, la reprise économique de la Chine, qui fait qu'on a une demande très, très forte qui repart et des prix avec une production assez faible. Tout cela nous amène en septembre 2021 avec la crise du gaz russe, où le monde est déjà dans une crise gazière majeure. Donc, à ça va se rajouter le sujet de la Russie. Et il faut savoir que la Russie, ça représente 40% de l'approvisionnement européen. Et c'est la Russie qui fait que la crise gazière mondiale déjà existante en Europe devient infiniment plus marquée. On va passer à des prix autour de 50, 60 euros du mégawattheure pour le gaz, avec un premier pic à 130 euros du mégawattheure à la fin de l'année 2021, et un prix autour de 75 euros pour l'électricité, et un premier pic explosif en décembre 2021 à 400 euros du mégawattheure. La Russie, on le voit dès septembre 2021, commence à ne plus remplir ses stocks. Donc, on présage d'une problématique, de quelque chose de sous-jacent. On arrive à le lire maintenant avec le recul et la déclaration de guerre de la Russie en Ukraine. Mais voilà, à l'époque, ça ne nous interrogeait pas autant. Ce qu'on voyait, c'était que la Russie commençait à se désintéresser de l'Europe, ne remplissait plus ses stocks et avait bien l'ambition d'envahir l'Ukraine. Donc, on a une baisse de l'offre de gaz, la nécessité d'aller chercher d'autres sources de gaz aux États-Unis, au Qatar, en Algérie, en Norvège. Mais on est sur une concurrence mondiale avec des contrats qui sont déjà passés avec d'autres pays. Et puis, il y a une deuxième problématique qui est quand même la nécessité de posséder des méthaniers et des terminaux méthaniers. C'est intéressant de noter qu'en Allemagne, ils ont construit des terminaux méthaniers à une vitesse extraordinaire pour pallier l'absence de gaz envoyé par la Russie. L'étape 2 de la crise, c'est la baisse de la disponibilité du nucléaire en France. Le problème électrique français va venir encore aggraver la situation déjà complexe au niveau mondial et au niveau du problème gazier européen. Le problème du nucléaire français, ça vient de la baisse de la production assez marquée. Là où en 2005, on produisait 430 TWh, en 2022, on en produit 122 moins. Et le plus embêtant, c'est que même en 2024, EDF sera encore 100 TWh en dessous du niveau de production de 2005. Et ce niveau de production, c'est évidemment un problème pour la France, mais c'est aussi un problème pour l'Europe, parce que ça vient aggraver le problème gazier, puisque, je vous le rappelle, l'électricité qui n'est pas produite par les centrales nucléaires, elle doit être produite par les centrales à gaz. Et pour produire 150 TWh d'électricité manquante, il faut venir brûler 300 TWh de gaz. Et 300 TWh de gaz, c'est 2/3 de la consommation de gaz en France. Donc, ce problème nucléaire français, c'est un problème tellement important qu'il en devient un problème européen. Et c'est malheureusement un problème électrique qui devient un problème gazier. Et l'électricité, du coup, ne fait que monter depuis début 2022. On était autour de 400 euros du mégawattheure et on va prendre 100 euros par mois du mégawattheure. Donc, c'est énorme.
quand on a été sur des moyennes autour de 50 euros. Et on cumule à ça des problématiques de sécheresse, des problématiques associées à l'éolien cet été, puisque vous le voyez, le nucléaire, on est à 67% de notre production en 2021. Derrière, on va chercher l'hydraulique. Donc, si on a des problèmes sur les énergies renouvelables, on va forcément aller chercher du gaz. On a en France et en Europe des programmes de développement qui sont très forts sur les énergies renouvelables, mais on a une production qui est insuffisante et une production qui est intermittente sur le jour et la nuit, ou associée à la présence ou à l'absence d'éléments naturels. La force des vents en 2021 était à son plus bas niveau en Europe depuis 40 ans. On a connu une sécheresse exceptionnelle à l'été 2022. On a des états d'urgence hydrique un petit peu partout dans le monde, notamment au Brésil. Donc, on a des paramètres qui font que les énergies renouvelables n'arrivent pas à compenser le manque de gaz et le manque de nucléaire. L'étape 3 de la crise, ça va arriver à l'été 2021. La Russie coupe littéralement son approvisionnement en gaz vers l'Europe. Donc, on atteint des prix du gaz de l'ordre de 300 euros du mégawattheure. Pour rappel, une moyenne autour de 20 euros depuis des années. Et on atteint des prix de l'électricité à 1100 euros du mégawattheure. Et on sent qu'on a une véritable perte de confiance de tous les acteurs économiques dans la capacité d'EDF à relancer les centrales de production, dans la capacité de l'État à contractualiser des contrats d'approvisionnement de gaz vers d'autres pays. Du coup, on a des prix qui s'emballent complètement. Au départ, c'est Gazprom qui a décidé de diminuer les volumes envoyés, d'abord en juin, puis en septembre, et qui nous a plongé vraiment dans une crise très forte. Et c'est ça d'ailleurs qui a fait dire que l'hiver qui serait dur à passer, c'est pas l'hiver qu'on est en train de vivre, mais c'est l'hiver prochain, puisque on avait quand même eu la chance avant l'été et avant ce pic-là de pouvoir remplir les stocks. Donc, on a des stocks de gaz qui n'ont jamais été aussi pleins et qui ont été remplis en partie avec du gaz russe au cours du premier semestre. En 2023, on présupposait sortir de l'hiver avec des stocks vides et pas de gaz russe pour les remplir, donc avec une sortie de crise assez peu envisagée. Si on parle du futur, la véritable question à se poser, c'est comment on peut avoir un impact soit sur l'offre, soit sur la demande, pour pouvoir rétablir un équilibre dans les prix. Donc, si on travaille sur l'offre, on a des débats aujourd'hui au niveau politique sur l'amélioration du parc nucléaire, sur la création de nouveaux EPR. On a des débats sur le développement des énergies renouvelables. On sent que l'Europe pousse ce type de développement, des développements sur le stockage. RTE sort des scénarios de développement ENR assez ambitieux. On a évidemment l'issue du conflit russo-ukrainien qui fait qu'on pourrait récupérer potentiellement du gaz issu de la Russie. Petit bémol à ça, la Russie est en train de construire des pipes vers la Chine et envisage d'envoyer vers la Chine une grosse partie de sa production. Donc, ça questionne évidemment sur la manière dont l'offre va évoluer. Et en tout cas, on a l'impression de ne pas être sorti du conflit russo-ukrainien et on est relativement embourbé dans ce guêpier. C'est le premier paramètre de la suite qu'on peut imaginer. C'est ce qui va se passer dans la tête de Poutine. Et c'est assez dur à savoir, de savoir quelle décision il est susceptible de prendre. En tout cas, il est certain qu'on ne peut pas se passer de gaz russe de façon simple. Je mets un petit bémol sur ce qui s'est passé sur cette fin d'année. On a eu la chance ou la malchance, tout dépend de quel point de vue on se place, mais d'avoir un hiver particulièrement doux. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'on a une météo qui vient influencer de manière aussi forte les marchés à terme. C'est-à-dire que la météo, elle va influencer les marchés spot, donc les marchés du jour pour le lendemain. S'il fait froid, s'il fait chaud, on a des prix de l'électricité et du gaz qui changent. Mais d'habitude, elle ne vient pas avoir une influence sur les marchés à terme. Et c'est la première fois qu'en fonction de la rigueur climatique, on a un impact très fort sur les prix de l'électricité et du gaz, qui fait qu'au mois de décembre, quand on avait des températures autour de 15 degrés dehors, on avait un impact très fort sur les prix, puisqu'on avait une demande a fortiori de gaz et d'électricité bien plus basse, donc une perspective plus optimiste d'avoir du gaz issu de nos stocks pour l'année prochaine, donc des prix qui repartent à la baisse
et qui se corrige. La production nucléaire s'est relancée. Les acteurs économiques qui avaient peu confiance en la capacité d'EDF à relancer la production ont été rassurés. Donc, on a des prix qui sont sortis d'une certaine irrationalité pour revenir dans quelque chose de plus cohérent et beaucoup plus corrélé au coût de production que dans un phénomène de peur et d'inquiétude sur l'avenir. Sur la demande, il y a malheureusement un deuxième aspect qui est celui de la rupture de la demande. On est quand même rentré dans une crise économique. Vous avez beaucoup entendu dans les médias des entreprises qui ont fait évoluer leurs prix, qui ont arrêté de produire. Et ces arrêts de production, ça entraîne une rupture de la demande, donc ça conduit les prix à la baisse. On est évidemment dans des démarches d'efficacité, de sobriété énergétique. Toutes les collectivités ont pour ambition de baisser de 10% leur consommation sur cet hiver. Donc, ça peut avoir un impact sur la demande. Après, attention sur la demande, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de solidarité européenne. Les États sont liés les uns aux autres et se fournissent de l'électricité et du gaz en fonction des besoins des pays des uns des autres. On n'est pas sur un marché français, on est sur un marché européen. Et il y a un deuxième sujet qui est inquiétant sur la demande, c'est qu'on est quand même dans un monde où on va vers une électrification très forte. Les véhicules électriques, le développement de tout un tas de process susceptibles de demander toujours plus d'électricité. Donc, ça questionne sur la demande à venir et sur la manière dont les prix pourraient évoluer. Si on regarde, pour terminer, sur les prix d'aujourd'hui et le monde d'aujourd'hui, donc vous le voyez, le pic, c'est sur la slide d'après, vous le voyez, le pic à 1130 € du mégawattheure. On a des prix sur les marchés à terme qui se sont largement détendus pour revenir dans des ordres de grandeur de l'ordre de 300 € du mégawattheure pour l'année 2023 sur la fin de l'année. Et puis, on a enchaîné sur l'année 2024 à des prix autour de 200 € du mégawattheure. Et plus on avance dans le temps, plus on a des prix qui se détendent un peu plus. Malgré tout, on n'est pas du tout revenu au prix qu'on a connu ces dernières années, mais on est sur des prix qui sont plus rationnels et en tout cas qui se recorrèlent beaucoup plus au coût marginal de production du gaz, si je reviens à ma logique de merit order. Sur le gaz, on est dans les mêmes tendances, des prix qui atteignent cet été autour de 300 € du mégawattheure. Et on est en ce moment sur des prix autour de 120 € du mégawattheure jusqu'à la fin de l'hiver. Et puis, on chute pour passer en dessous des 100 € du mégawattheure pour être autour de 70-65 € du mégawattheure. Et on navigue dans ces prix-là en ce moment. On est revenu à quelque chose d'un peu plus raisonnable. Je terminerai juste sur un petit point à avoir en tête. Il faut avoir en tête que toute cette évolution des prix qu'on connaît depuis des années, ça a entraîné une crise très forte chez les fournisseurs d'énergie. D'abord, les fournisseurs ont des risques sur les volumes, parce que vous voyez que quand les prix évoluent de manière aussi sensible, si la consommation que vous avez n'est pas celle qui était dans les contrats signés, ça a un impact extrêmement fort en termes de risque. Il y a des risques marchés, du coup. Les fournisseurs ont des difficultés à trouver des contreparties. On a des validités de prix qui sont de plus en plus courtes. Parfois, on n'arrive même pas à trouver de cotation sur les marchés. Il y a des garanties de paiement qui sont demandées aux fournisseurs toujours plus forts, mais ils ont des garanties de paiement à apporter. Donc, c'est des appels de fonds toujours plus forts. Et ils ont des visions qui sont quand même relativement court-termistes. Alors, c'est en train de se corriger là depuis début janvier, mais en fin d'année, on avait des fournisseurs qui n'arrivaient plus à faire d'offres ou alors qui n'arrivaient à faire des offres que indexées ou des offres sur une durée d'1 an maximum. Mais on était vraiment dans un autre monde qu'il faut avoir en tête dans l'évolution du contexte. Merci beaucoup, Madame Nicolet, pour cette mise en perspective du marché de l'énergie. Effectivement, vous avez un peu dépassé, mais on va essayer de rattraper le temps. Donc, du coup, peut-être pour rebondir plus concrètement sur les différents leviers qu'on voulait aborder aujourd'hui. Donc, le premier levier mobilisable par les acheteurs publics, c'est celui de acheter mieux, anticiper, acheter au bon moment, mutualiser. Et donc, pour évoquer ce premier levier, je vais donner la parole à Monsieur Moumni de la société Énergie Dev.
justement pour nous faire un petit point sur les stratégies d'achat. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'objectif sur les 10 minutes que j'ai, c'est, on rebond par rapport à ce qui a été dit par Madame Nicolet juste avant, de vous donner ou de vous fournir quelques clés qui peuvent, alors pas améliorer, mais mettre un peu plus de finesse dans le marché public, dans les achats d'énergie. Donc, en particulier pour les collectivités qui sont soumises donc, à un système accord cadre marché subséquent. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur la partie accord cadre marché subséquent, mais appuyer sur deux parties. Donc, les offres dynamiques, en lien justement avec les accords cadres marché subséquent. Donc, c'est un peu technique et c'est complémentaire par rapport à ce qui a été dit par Opéra juste avant. Et parler aussi, et concernant l'AREN, dans l'électricité nucléaire, vous avez forcément entendu parler, c'est un droit qui appartient aux collectivités et aux entreprises. C'est de l'électricité pas chère, à un prix défiant toute concurrence, on parle de 42 € qui vous appartient et un droit qu'il faut faire valoir. Ça permet au moins de réduire la facture d'électricité, même s'il y a une mauvaise surprise avec l'écrêtement ou la révision des volumes alloués qui a lieu chaque début d'année, et donc ce début 2023. Et ensuite, parler aussi des mesures gouvernementales pour les collectivités, même si tout le monde est plus ou moins au même niveau d'information. Voilà, il y a des dispositifs qui existent. On va les dérouler rapidement et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et ensuite, rebondir pour faire la transition avec ce qui suivra tout à l'heure concernant l'efficacité énergétique, parler de l'intérêt de maîtriser vos consommations, voire de moduler vos consommations, puisque comme vous le savez, notamment pour l'électricité, il y a un prix heure pleine, heure creuse, qui est donc plus cher pour les heures pleines et moins cher pour les heures creuses. Et dans le prix final que vous avez, que vous ayez un prix, une offre de fourniture d'électricité euro-saisonnalisée ou un prix unique, il faut savoir que sur la base de votre historique de consommation, si vous consommez plus en heure pleine qu'en heure creuse, vous aurez au final un prix plus élevé. Donc, quelquefois, maîtriser son profil de consommation électrique et identifier des dépassements de conso qui peuvent être atténués ou décalés aux heures creuses permettront aussi de maîtriser donc, votre besoin en électricité et donc de réduire votre facture. Voilà. On va passer à la suivante. Merci. Donc, rapidement, EnergyDev, on est basé à Strasbourg. On travaille dans le Grand Est avec des entreprises et collectivités de toute taille sur 3 thématiques. Alors, aujourd'hui, ce qui nous intéresse en priorité, c'est la partie performance financière, donc les achats d'énergie. Mais il y a des passerelles, et la preuve, et on sera donc l'intervention qui suivront, il y a des passerelles avec tout ce qui est efficacité énergétique. Pour réduire votre budget énergie, gaz ou électricité, il faut bien acheter, c'est l'objet d'aujourd'hui, mais il faut aussi bien consommer ou réduire la consommation. Et donc, l'un dans l'autre, ça fait la facture énergie. La facture, c'est le produit entre le prix de votre énergie achetée et vos mégawattheures consommés. Donc, il y a une logique. Et à long terme, on est dans de la décarbonation. Hein. On a parlé beaucoup d'électrification massive prévisionnelle des process. Et donc, le photovoltaïque, les énergies renouvelables dont on parlera aussi tout à l'heure, les intervenants suivants parleront, donc décarboner aussi le mix énergétique des collectivités est aussi un levier sur le moyen long terme pour réduire le risque prix. Voilà. Alors, un petit rappel pour démarrer. Donc, l'objet de mon intervention, c'est surtout quelques points techniques pour essayer un peu d'illustrer la chose. Avant la crise énergétique donc, de 2022, il faut savoir que la composition de la facture électricité et gaz était composée de trois composantes, à peu près égales en termes de budget, de coût. Donc, sur chacune, vous pouvez défiler si vous voulez bien, sur chacune de ces factures, pour les collectivités et les entreprises, on avait en gros un tiers qui correspondait à des taxes, alors plus ou moins avec la TVA, un tiers qui correspondait à ce qu'on appelle l'acheminement, donc transport-distribution, donc la partie qui est reversée à RTE, GRT Gaz, Enedis, GRDF ou la régie, et un bon tiers, voire une moitié, en fonction des profils de consommation, qui correspond à la partie fourniture, c'est-à-dire le prix de l'électron ou le prix de la molécule de gaz. Et c'est cette partie-là qui a complètement explosé, qui a été multipliée quasiment jusqu'à 10 hein, dans les périodes les plus difficiles du marché, notamment août 2022. Et donc, cette partie-là qui a complètement fait basculer la facture d'énergie. Il faut savoir aussi que l'État a fortement réduit la partie taxe, en particulier la CSPE sur l'électricité. Du coup, l'enjeu principal aujourd'hui, c'est surtout la partie fourniture,
qui a complètement écrasé les 2 autres tiers qu'on avait historiquement. Voilà. Donc aujourd'hui, on va surtout parler de la partie taxe, de la partie fourniture. Il faut savoir qu'il peut y avoir des leviers d'optimisation sur les autres composantes. Voilà, j'en arrive à la partie offre achat dynamique. Donc, si vous voulez passer juste à la slide d'après, voilà. Alors, le principe, c'est un rappel de généralité. On a essayé de mettre un peu, pas un guide de bonne pratique, mais voilà, les points de vigilance à avoir dans le cadre de vos achats d'énergie. La première chose, il n'y avait qu'une info à retenir, c'est l'échéance de vos contrats. Puisque, comme vous le savez, j'imagine, plus vous anticipez vos achats d'énergie, plus vous êtes en mesure d'avoir des prix intéressants ou en tout cas bénéficier des creux de marché. En théorie, je dis bien en théorie, aujourd'hui, vous pouvez acheter votre électricité jusqu'en 2027 à un prix que vous négociez aujourd'hui. Alors en théorie, parce qu'aujourd'hui, comme a été dit par Mme Nicolet tout à l'heure, les fournisseurs sont un peu frileux pour faire des offres au-delà de 1, 2, voire 3 ans. Mais le marché fournit des prix électricité et gaz pour 2027 aujourd'hui. Voilà. Donc, on peut imaginer discuter avec son ou ses fournisseurs ou lancer un appel d'offres sur le prix gaz électricité 2024-2025. Voilà. Typiquement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec nos clients, y compris les collectivités. Elles ont anticipé, donc l'avantage est double, c'est-à-dire d'anticiper la crise qui est arrivée donc, sur les prix 2023, puisque les prix de marché qui ont explosé, ce sont bien les prix électricité et gaz de 2023, donc les prix en 2022 pour 2023. Donc, les acteurs, les consommateurs qui ont pu anticiper la chose ne se retrouvent pas au pied du mur. Et ça, c'est la première information importante, c'est que toutes les collectivités ne sont pas logées à la même enseigne. Les collectivités qui ont acheté en 2020 pendant le Covid ou qui ont sécurisé sur 3 à 4 ans leur électricité et leur gaz, n'ont pas du tout la même facture énergétique au 1er janvier que celles qui se sont retrouvées au pied du mur fin 22. Voilà, donc ça c'est important. Donc anticiper, ça peut toujours ou souvent être intéressant. Et quand bien même le prix reste élevé, ça permet au moins de mettre la question budgétaire ou les prévisions budgétaires sur la table des décideurs, des élus, en disant, voilà, en théorie, si on renégocie nos contrats futurs, donc pour la suite, après l'échéance des contrats actuels, on aura a priori ce budget. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on sécurise? Et c'est là où on intervient, c'est là où on arrive aux offres à clic. Donc, les offres à clic qui peuvent être proposées aux collectivités qui ont un certain volume de consommation, ça concerne aussi bien l'électricité et le gaz, ça peut être proposé aux collectivités à condition que ça soit inclus dès le départ, donc ce qu'on appelle les achats dynamiques, dans l'accord cadre. Et ça permet, comme on dit, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire d'acheter la totalité de l'électricité ou du gaz de l'année 2024 dès aujourd'hui. Parce que quand on regarde la courbe de prix, on est à un prix de marché relativement élevé, alors moins que l'été dernier, mais qui reste relativement élevé. Personne ne sait si le marché va continuer de baisser ou va repartir à la hausse. Et acheter aujourd'hui, par pure intuition, la totalité de vos volumes d'électricité ou de gaz sur 2024 ou 2025, parce que c'est bas, c'est un peu risqué parce que ça peut vous empêcher de bénéficier d'opportunités de baisse à venir. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans une gestion de risque, peut être intéressante de diviser le risque et donc d'acheter par morceaux, ce qu'on appellera des clics, en 3-4 fois vos volumes d'électricité et de gaz chez un même fournisseur. En fait, ce n'est pas le volume que vous achetez en 3-4 fois, c'est plutôt le prix que vous sécurisez en 3-4 clics. Voilà. Et on a un slide qu'on a mis juste après pour illustrer ce mécanisme. Alors, vous pouvez juste la suivante. Voilà. Donc, typiquement ici, alors, on a repris un historique de 2022 sur le prix du gaz. Alors, c'est la même chose pour l'électricité. On imagine qu'on se situe donc en mars 2022. C'est là où vous avez la première croix. Donc, en mars 2022, on a un prix. On ne sait pas si le marché va monter, descendre. On a une petite intuition. En tout cas, on espère que ça baisse. Mais prendre la décision des 22 pour la totalité des volumes 23 semble au comité de décision difficile à prendre. Voilà, de décider en une fois l'ensemble. Donc, on peut supposer, avec donc une mise en concurrence, choisir un fournisseur qui, dans sa réponse, vous propose une offre dynamique, donc une offre à clic, et vous sécurisez uniquement 25% des volumes le premier courant mars 22. Ensuite, le marché suit son évolution. Comme vous le voyez, il est relativement stable. Et vous pouvez juste cliquer une fois, s'il vous plaît. Et là, à ce moment-là, vous avez fixé un seuil d'alerte en vous disant si le marché se rapproche des 90 € par mégawattheure, on sécurise. Voilà, ici, il baisse.
on cliquera avec un prix plus intéressant pour la suite. Et donc là, on atteint le plafond courant juin. Et comme vous voyez sur le graphique qui va s'enchaîner, on fait un deuxième clic qui vous permet donc de fixer un deuxième 25% du prix. Donc, en gros, le prix aujourd'hui, votre prix est sécurisé à 50%, vos volumes sont sécurisés à 50%, et le prix qui sera retenu, c'est la moyenne des 2 clics que vous avez fait ici. Mais reste à sécuriser 50% des volumes restants. Et OK, je me dépêche, je n'ai pas tout le commentaire, mais ce que vous me demandez, si je comprends, c'est de passer rapidement. OK, donc vous pouvez cliquer pour la suite. Et donc, ainsi de suite, en cliquant les 3-4 fois, vous obtenez un prix moyen qui permet d'obtenir un prix moyen qui intègre le marché et qui n'est ni le meilleur prix possible historiquement, bon ça c'est plus un coup de poker, ni le pire prix que vous pouvez avoir en prenant la mauvaise décision un jour de panique de marché. Voilà. Et donc cette partie ou ce type d'offre permet de sécuriser le marché. Voilà. Sécuriser votre achat d'électricité ou de gaz. Voilà. On peut passer à la suite. Je vais aller rapidement pour les autres éléments. Donc, la deuxième partie de mon intervention, voilà, je peux vous y aller à la suivante, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez lire, hein, c'est les recommandations par rapport aux achats d'énergie. Alors, s'il fallait retenir quelque chose, avant la mise en concurrence des fournisseurs d'énergie, puisque quand la mise en concurrence est faite proprement, on se rend compte que les fournisseurs d'énergie, qui achètent tous leur électricité et leur gaz sur le marché, on se rend compte que les offres se tiennent dans un mouchoir de poche. Et donc, le vrai levier d'économie ou le principal levier d'économie que vous avez, c'est surtout le timing des achats. Et aujourd'hui, les offres dynamiques permettent de répondre à ce besoin de ne pas tout acheter en une fois, mais de lisser la prise de décision. Et aujourd'hui, typiquement, on a quotidiennement des collectivités qu'on accompagne, qui nous appellent en disant le prix de marché a baissé, est-ce que vous pensez que ça vaut la peine de lancer une sécurisation, de cliquer un bout des volumes ou non? Voilà, donc, c'est plus un accompagnement sur la durée. Deuxième partie de mon propos, et je vais finir dans 2 minutes, c'est les dispositifs d'aide et l'AREN. Vous pouvez juste aller au slide suivant. Voilà. Donc, l'AREN 2023, alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien le dispositif, on vous recommande fortement de vous y intéresser parce que la majorité des collectivités qui ont signé des offres d'électricité sur 22 ont souscrit des prix électricité avec un contenu AREN. Donc, à peu près 50-60% de votre électricité est à 42 € le mégawattheure, alors que le marché était à des niveaux 10 fois plus élevés. Or, au 1er décembre, la Commission de régulation de l'énergie a écrété, c'est-à-dire elle a réduit le volume d'électricité auquel vous avez droit, l'électricité nucléaire à 42 €, auquel vous avez droit pour 2023. Donc, vous allez recevoir, vous avez déjà reçu un courrier de votre fournisseur qui vous annonce une révision à la hausse de votre prix d'électricité définitif qui sera appliqué sur 2023. Et on attire votre attention sur l'intérêt de contrôler, de regarder de près comment tout ça a été recalculé. Ça représente une hausse de l'ordre de plus 50% sur votre budget de l'année par rapport au prix théorique hors écrêtement qui vous a été proposé lors de la signature du contrat. Donc, ce n'est pas négligeable. Voilà. Deuxième levier d'économie, c'est le slide d'après s'il vous plaît, ce sont tous les leviers d'aide. Alors, ça vous pouvez passer ensuite, c'est la partie écrêtement. C'est les mesures gouvernementales. Donc, il y a des aides pour les collectivités, il y a un bouclier tarifaire. Alors, j'ai passé rapidement, mais en général, pour les toutes petites collectivités, si vous avez moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros, alors, vous avez la possibilité de bénéficier du tarif réglementé. C'est un tarif qui défie toute concurrence, qui est aussi ouvert aux particuliers et qui vous permet d'avoir un prix qui n'augmente que de 25% au 1er janvier 2023, que de 15% au 1er janvier 2023. C'est ce qu'il faut prendre à tout prix si vous êtes petit consommateur d'énergie. Par contre, si vous n'êtes pas là-dessus et que vous avez des factures relativement élevées, vous avez, on peut passer au slide suivant, vous avez le dispositif, ensuite, s'il vous plaît, le dispositif amortisseur qui concerne les collectivités et les entreprises aussi qui ont acheté à des prix exorbitants. Donc, ça permet à peu près une remise de l'ordre de 20% sur votre facture d'électricité. Voilà. Et ensuite, il y a un dernier dispositif, c'est le slide d'après, encore une fois, le filet de sécurité qui est proposé aux collectivités, mais je ne rentre pas dans le détail, c'est écrit sur le slide, et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Voilà. Parfait, je finis, inutile peut-être de partir sur les autres courbes, parce qu'on n'aura pas le temps si j'ai bien compris. L'idée, on peut rester juste sur ce graphique-là, si vous voulez bien. L'idée pour réduire votre
Prix de fourniture proposé par votre fournisseur, c'est de maîtriser votre courbe de charge. On a représenté ici la courbe historique de consommation d'électricité d'une collectivité ou d'une entreprise. En réduisant vos talents de consommation et en réduisant vos pics de consommation, donc les deux parties qui sont entourées en rouge, vous aurez des prix plus compétitifs à prix de marché équivalent en ayant un profil de consommation plutôt orange. Alors, vous me direz bien sûr, c'est évident, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, le prix des heures pleines, donc de 8 heures à 20 heures, est en général 3 à 4 fois plus cher que les prix des heures creuses. Donc, la priorité devrait être de travailler plutôt sur la réduction de vos consommations aux heures pleines. Alors, je sais que c'est très compliqué pour les collectivités, puisque l'effort financier est 3 fois plus important que de réduire le même kilowattheure en heures creuses. Voilà. Dernière chose, l'idée et la recommandation qu'on peut avoir donc, au travers de ma présentation rapide, c'est d'aider les entreprises et bien sûr les collectivités, c'est la philosophie qu'on a chez EnergyDev, à maîtriser et à reprendre le contrôle sur vos contrats, vos factures. Et ça passe obligatoirement par une compréhension de ce que vous achetez. On est obligé de rentrer dans la technicité de vos contrats. Donc, je vais passer rapidement sur les différents termes tarifaires de vos factures et aussi d'avoir une veille dynamique sur les prix, comme en bourse, comme si vous tradez, donc quotidiennement savoir est-ce que le prix de marché est en hausse ou à la baisse pour pouvoir prendre une décision vis-à-vis des offres à clic qu'on a présentées tout à l'heure. Voilà, et j'en ai fini en 17 minutes. De toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Après, j'imagine qu'il y a une partie qui est dédiée. Ouais, effectivement, on a un temps de questions-réponses en fin de masterclass si on a le temps à y dédier. Et donc, pour faire la transition, je propose à Monsieur Vallès de la métropole du Grand Nancy de témoigner justement sur les groupements d'achat mis en place à l'échelle des territoires lorrains. Merci. Alors, je vais essayer de condenser mon propos au maximum parce que la suite du programme est très intéressante. Du coup, effectivement, alors Monsieur Moumi a présenté un certain nombre de choses que je voulais aborder, donc je vais vraiment aller à l'essentiel. Donc, en commençant par me présenter, donc Vincent Vallès, responsable de la mission achat à la métropole du Grand Nancy. L'intervention du jour a pour objectif de présenter donc 2 initiatives de la métropole du Grand Nancy, enfin à l'époque communauté urbaine et passée métropole du Grand Nancy, dans le domaine de l'achat de gaz et d'électricité, puisque dès 2015, avec la fin annoncée des tarifs réglementés au 1er janvier 2016, 2 groupements de commandes ont été constitués au niveau de la communauté urbaine, au départ à destination des communes du département de Meurthe-et-Moselle, et qui ont été étendus assez rapidement à beaucoup plus d'opérateurs, puisqu'on est aujourd'hui sur le groupement d'achat d'électricité à quelque plus de 300 membres et au niveau du gaz, quelque plus de 180 membres. Donc au niveau de ces 2 groupements de commandes. Donc au niveau des slides, on peut peut-être passer directement en fait, à ces 2 slides-là, donc qui présentent l'historique de ces 2 groupements de commandes. Donc on voit dès 2016, avec une évolution constante qui s'est faite des membres de ces groupements pour atteindre également des volumes d'achat, donc au niveau de l'électricité à quelque plus de 168 gigawattheures par an et au niveau du gaz, on a plus de 100 gigawattheures par an. Donc on est en évolution constante. Aujourd'hui, on est plus sur une stagnation au niveau des adhésions dans ces différents groupements de commandes. On est sur un segment d'achat qui est relativement technique, vous l'avez compris avec l'intervention des 2 premiers intervenants, et c'est ce qui a poussé avant tout la mutualisation de ces achats, c'était de pouvoir faire bénéficier les plus petits acheteurs d'une expertise technique, notamment, et ça a été présenté par l'intervenant précédent, sur le système d'achat dynamique
puisqu'on a en place ce système d'achat dynamique qui est mis en place sur la base d'un accord cadre à marché subséquent. Et donc, je voulais juste, dans un second temps, je viendrai là-dessus pour présenter rapidement cette technique d'achat qui est utilisée, donc l'accord cadre à marché subséquent. Sur ce segment d'achat, alors qui représente une part très importante, un budget, c'est encore plus vrai aujourd'hui, un budget important pour les collectivités territoriales et peu importe leur taille. On n'est pas sur un système d'économie d'échelle qui est lié au volume d'achat. Sur certains segments, ça se trouve. Ici, ce n'est pas ce qui doit pousser la volonté d'un achat groupé, mais c'est plus via ce volume donc, qui est plus important, qui permet de stimuler la concurrence, de donner de la visibilité aux différents fournisseurs et de pouvoir bénéficier de ce système d'achat dynamique. Alors, on parle généralement d'un seuil au-delà de 50 gigawattheures par an pour pouvoir bénéficier justement du système d'achat, offre à clic, d'achat à clic, achat dynamique, qui permet, comme l'a présenté l'intervenant précédent, de pouvoir échelonner du coup les prises de position et donc l'achat de l'électricité ou du gaz en tant que tel, et donc de lisser le prix également sur la durée du marché. Donc cet effet groupe qui permet justement, alors il y avait une slide, je crois que c'était celle juste avant, qui reprend les différents intérêts du coup de la mutualisation de ce type d'achat. Avec les difficultés rencontrées actuellement, c'est vrai que l'achat groupé, l'effet groupe peut éviter aux plus petits clients qui auraient un volume moins important d'énergie à acheter, éviter l'infructuosité, puisque les fournisseurs vont se concentrer sur les consultations lancées avec un volume plus important. Et un sujet aussi important, on peut du coup aussi envisager de développer, ce sera sûrement évoqué aussi par la suite, des achats d'électricité, d'énergie renouvelable avec l'électricité verte ou encore le biogaz. Donc, on avait là très rapidement les deux différents groupements. Sur le mode de fonctionnement, alors il y a un débat qui est intéressant, mais c'est vrai qu'on n'est pas... Là, on a relancé l'année dernière notre marché de gaz et là, on va relancer le marché d'électricité. Nous, on est sur un système accord cadre à marché subséquent. Je pense qu'il y a le système d'acquisition dynamique aussi qui pourrait être une technique d'achat à ne pas négliger, alors qu'il ressemble peu ou prou à l'accord cadre, si ce n'est que dans le système d'acquisition dynamique, de nouveaux opérateurs peuvent rentrer en cours d'exécution de ce système. Mais nous, on est parti sur un système d'accord cadre à marché subséquent, donc accord cadre multi-attributaire, donc qui nous permet de retenir un certain nombre de fournisseurs. Puis, c'est encore un peu voilà. Et ensuite, au niveau de l'attribution du marché subséquent, on remet en concurrence les titulaires de cet accord cadre, mais uniquement sur le prix des prestations qui sont associées à l'achat d'électricité ou de gaz, qui sont remis en concurrence, ce qui nous permet ensuite d'attribuer le marché subséquent avec une simulation financière, et ensuite de pouvoir, en cours d'exécution du marché subséquent, de pouvoir se positionner avec le système d'achat dynamique. Sur la relance du coup du marché de gaz l'an précédent, on a effectivement, et ça avait été indiqué tout à l'heure, des durées de validité qui sont moins en moins importantes, notamment sur le marché subséquent, où à l'époque, on pouvait en 24 heures instruire et traiter le dossier. Aujourd'hui, on est plus sur une durée de 4 ou 5 heures. Nous, notre marché subséquent a été attribué en moins de 4 heures. Donc, on a reçu les offres à midi pour pouvoir l'attribuer très rapidement ensuite.
Donc voilà sur les principaux points que je voulais vous présenter. Donc un des principaux aussi intérêts de des achats groupés, même si c'est pas une réduction systématique, on va dire, de la facture d'énergie. On a quand même, alors en temps normal, pas certain que les chiffres soient encore vrais aujourd'hui, mais on a pu aboutir à une réduction des factures pour les différents membres du groupement, alors, en moyenne de 5 à 7 euh, par rapport à un achat qui ne serait pas fait dans le cadre d'un groupement de commandes. Merci beaucoup pour Voilà, j'ai l'information essayé de faire très, très synthétique. Et je réponds à une question qui est posée dans le module questions-réponses. Oui, les supports seront diffusés justement, vu qu'on passe rapidement sur certaines slides. L'idée, c'est plutôt de faire un panorama de ce qui se fait à l'échelle nationale, mais surtout à l'échelle de la région Grand Est avec quelques témoignages. Voilà. Donc, je vais juste passer les quelques slides. Hop. Hop. Et du coup, donc on vient de finir le levier 1 qui était vraiment sur les pratiques d'achat. Maintenant, on va pouvoir entrer sur le levier 2 que évoquait déjà Monsieur Vallès, sur le développement des énergies renouvelables, notamment les sujets photovoltaïques, biométhane, mais également autoconsommation collective. Et donc, pour évoquer ce sujet-là, je vais donner la parole à Lionel Guy, chef du service énergie renouvelable et maîtresse de la demande énergétique à la FNCCR. Très bien, merci. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, je propose aussi de serrer un peu pour garder le timing. Je vais passer très rapidement, peut-être me représenter en quelques secondes la structure pour laquelle je travaille. La FNCCR, c'est une fédération de collectivités, fédération publique avec uniquement des collectivités comme adhérents qu'on accompagne sur l'ensemble des services publics en réseau, donc sur l'énergie, l'eau et l'assainissement, le numérique, l'économie circulaire et les déchets. Et je suis heureux de partager cette présentation avec à ma suite Édouard Serreuil de Morbihan Énergie, qui est adhérent de la fédération et qui viendra illustrer les propos que je vais avoir sur les 3 modèles de développement qu'on peut avoir sur les ENR pour faire face aussi à cette crise énergétique, avec un syndicat, le Morbihan Énergie, qui est extrêmement actif et performant sur ces sujets-là et qui a commencé bien avant la crise que nous connaissons. Donc, si on peut passer sur la diapositive suivante. Voilà, simplement rappeler qu'il y a un certain nombre d'outils, on en a vu quelques-uns pour faire face à cette crise énergétique. On peut faire évoluer les techniques d'achat de l'énergie, comme ça a été présenté précédemment. Travailler sur la question de pilotage et de rénovation du parc, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et là, je vais me centrer sur les nouveaux modèles de développement économique, de valorisation du patrimoine, autoconsommation individuelle et collective, et des nouvelles formes d'achat et de commercialisation de l'énergie, notamment les fameux PPA. Alors, on va passer ces diapositives-là, on va rentrer dessus dans le vif du sujet. J'ai prévu une présentation plutôt axée sur les aspects juridiques, sans forcément trop d'illustrations. Édouard complétera ensuite mon propos. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit majoritairement se développer, massivement se développer depuis début 2022, c'est la question de l'autoconsommation individuelle. Donc le fait pour un producteur de consommer lui-même sur son site tout ou partie de l'électricité qu'il produit sur son installation. Une autoconsommation individuelle qu'on peut aussi élargir aux infrastructures de recharge des véhicules électriques, avec des infrastructures qui vont produire leur propre électricité pour la consommer sur l'installation, et une autoconsommation individuelle qui peut être financée par des tiers qui vont gérer, exploiter l'ensemble des installations. Donc c'est un modèle qu'on voit, comme je le disais, qui s'accélère depuis la fin de l'année 2021 et le nouvel arrêté tarifaire S21 qui permet aux producteurs de valoriser le surplus d'une autoconsommation individuelle au même tarif que la vente en totalité, tout en ayant en parallèle une exonération des taxes. Donc c'est un modèle qu'on voit forcément se développer. On a dépassé cet été le seuil du gigawatt d'installation photovoltaïque en autoconsommation, à la fois pour des clients résidentiels, mais on le voit énormément se développer pour les collectivités et les clients tertiaires privés. Côté FNCCR, on essaie de résoudre un certain nombre de problèmes là-dessus, notamment la question du tiers financement. On met à disposition de nos adhérents un contrat de concession pour concéder
l'installation de production photovoltaïque en autoconsommation et permettre voilà, de faciliter le financement par des collectivités. Donc ça, c'est le premier modèle massivement développé par les collectivités et qui va se développer de plus en plus dans les années à venir. Je ferai un zoom sur les difficultés dans la dernière diapositive. Le deuxième modèle qu'on voit aussi se développer dans la diapositive, voilà, cette diapositive-là suivante, c'est la question du modèle de l'autoconsommation collective, donc qui est défini à l'article 315-2 du Code de l'énergie, avec une définition à tiroir, puisque les opérations d'autoconsommation collective ont d'abord été définies à l'échelle d'un bâtiment, et notamment pour les bailleurs sociaux, avec une définition qui permet la fourniture d'électricité effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs final liés au sein d'une même personne morale dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur le même bâtiment. Le législateur a ensuite étendu cette définition de l'autoconsommation collective aux opérations dites étendues qui vont regrouper l'ensemble des producteurs et des consommateurs dans un diamètre de 2 km, en précisant que l'opération d'autoconsommation collective donc, se fait toujours au sein d'une même personne morale qui va regrouper l'ensemble des producteurs et des consommateurs. Sur le réseau basse tension, lorsqu'on est sur une électricité d'origine non renouvelable et sur le réseau public de distribution d'électricité, donc la partie HTA et basse tension, lorsqu'on est sur une électricité d'origine renouvelable. Dans la diapositive suivante, pour finaliser la définition de l'autoconsommation collective, donc l'arrêté du 21 novembre 2019 est venu fixer les conditions pour caler ces opérations. Donc, comme je le disais, une distance maximale de 2 km pour l'ensemble des participants, une puissance de l'ensemble des outils de production limitée à 3 MW, et la possibilité d'étendre de manière dérogatoire à 20 km pour les territoires ruraux, sur demande motivée auprès du ministère de la Transition énergétique. Et le ministre prendra sa décision en tenant compte de l'isolement du lieu du projet, du caractère dispersé de son habitat et de la faible densité de population. Donc en septembre 2022, on avait un peu plus de 110 opérations d'autoconsommation collective qui regroupaient à peu près 180 producteurs et un peu plus de 2200 consommateurs, avec des opérations qui sont qui sont plutôt développées sur les régions Hauts-de-France, Occitanie, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine. J'ai vu qu'il y avait 3 opérations en septembre 2022 dans la région Grand Est, pardon, et des opérations qui sont majoritairement portées par des collectivités, comme on pourra le voir dans les diapositives suivantes. Donc ça, c'est un dispositif qui se développe bien et qui a été élargi et qui va être élargi pardon, par la loi accélération des ENR au biométhane, où on pourra faire de l'autoconsommation collective pour de la production de biométhane dans les mêmes conditions, donc dans les mêmes conditions de puissance et de périmètre que la partie électricité, avec un contexte quand même un peu différent et l'obligation de travailler un peu différemment, puisqu'on ne peut pas financer des installations biométhane comme on finance des installations photovoltaïques. Et le dernier modèle qu'on voit apparaître, en tout cas dans les cartons pour les acteurs publics qui sont en train d'y réfléchir, c'est ce qu'on appelle les contrats d'achat direct d'énergie renouvelable. On appelle par anglicisme les corporate PPA, avec l'idée de pouvoir faciliter la vente en direct entre un producteur et un consommateur, qui vont être liés par un contrat, pour notre cas de la commande publique, avec des actifs de production et de consommation qui ne sont pas situés sur le même lieu. Donc on va avoir un contrat entre le producteur et le consommateur, dont l'objet final est la vente d'électricité, qui va être raccroché au marché classique de fourniture pour les collectivités, donc l'ARCORCAD et le marché subséquent. Donc on va conserver un certain nombre plusieurs fournisseurs en parallèle pour la fourniture d'électricité, avec le fournisseur de compléments qui va venir compléter la production et les excédents nécessaires de la fourniture du producteur. Donc, on se retrouve dans un contrat tripartite avec des durées qui vont être différentes. La loi accélération des ENR va habiliter les acheteurs publics à faire ce type de contrat en utilisant le cadre de la commande publique, surtout en laissant la possibilité de fixer un contrat entre le producteur et le consommateur en fonction de la durée d'amortissement des installations, donc sur des contrats de longue durée, de 15 à 20 ans par exemple pour l'éolien, même lorsque l'acheteur n'acquiert pas ces installations, et laisser la possibilité de lisser le paiement de cette production tout au long de la durée de vie du contrat. Donc,
Demain, quand on aura mis en place les PPA, on aura deux types de contrats, un contrat longue durée entre le producteur et le consommateur, et un contrat qui va venir se greffer au renouvellement des accords cadres et des marchés subséquents. Aujourd'hui, on est encore dans la finalisation, on n'a pas de modèle exact pour ces PPA. Il va falloir les développer et passer à l'écriture des contrats. Et là aussi, le législateur, dans la loi accélération des ENR, a élargi ce dispositif au biométhane. Donc, pour synthétiser sur la dernière partie, sur ces trois types de contrats, j'ai voulu quand même mettre un petit peu en avant les difficultés qu'on peut avoir sur ces différents modèles. L'autoconsommation individuelle, et ça a été dit par les interlocuteurs précédents, il va falloir faire coïncider les coupes de production et de consommation de manière à maximiser la consommation issue de la structure de production des ENR. On a la possibilité d'aller valoriser le surplus sur l'arrêté S21, donc ça c'est une bonne chose, c'était pas le cas précédemment. Le financement des installations et notamment le tiers financement. On a un modèle juridique à stabiliser, le contrat de concession il est utilisable mais il n'est pas si simple que cela. Et puis il y a tout un enjeu sur le suivi, l'exploitation des installations. Sur la partie autoconsommation collective, faut pas négliger le temps de montage et d'animation de ces structures-là. Il va falloir animer, vulgariser, échanger et négocier avec des différents acteurs et des acteurs qui peuvent être privés, publics et citoyens, qui n'ont pas forcément les mêmes logiques économiques ou les mêmes facilités à rentrer et sortir dans les contrats. On a une vraie aussi question sur la question contractuelle, hein, comment la collectivité met en concurrence demain ces opérations de consommation collective, où elle met à disposition son foncier public. Il y a des questions aussi sur la gestion des flux financiers et des imputations comptables pour les collectivités. Et puis, voilà, comme je disais, effectivement, la grande question sur la mise en concurrence. Et puis, sur les fameux contrats d'achat direct d'énergie renouvelable et les corporate PPA, l'absence de modèle aujourd'hui pour les collectivités territoriales, puisqu'il n'y a aucun contrat qui a été créé. La définition des outils juridiques et la définition du besoin pour la collectivité. Il va falloir travailler. On n'est pas dans un contrat de fourniture classique, on est dans un autre type de contrat. L'incertitude aussi du point de vue du producteur pour financer ces installations. On est sur voilà, il n'y a plus de soutien et de garantie d'État. Donc, au niveau des acteurs bancaires, il va falloir assurer la viabilité économique et l'assurance pour ces acteurs financiers. Et puis, voilà, sans rentrer trop dans le détail, mais des gros enjeux sur la question de l'agrégation, comment on fait vivre ces deux contrats différents et le lien avec le marché de fourniture. Voilà pour une présentation très rapide et très succincte des nouveaux modèles. Merci beaucoup, Monsieur Guy, pour la présentation de ces trois modèles. Et donc, je vais transmettre douce pas la parole à Monsieur Serreuil de Morbihan Énergie, responsable du service énergie, justement pour apporter un témoignage sur la mise en place d'opérations d'autoconsommation collective. Oui, merci, bonjour à tous. Donc, Édouard Serreuil, moi je suis en effet responsable de la partie énergie au niveau du syndicat d'énergie du Morbihan. Donc, on est une structure à l'échelle départementale qui travaillons avec l'ensemble des communes, historiquement sur le domaine des réseaux et plus récemment dans le domaine de la transition énergétique autour de la mobilité, de la donnée et de l'énergie. Et sur la partie énergie, pour aller tout de suite à l'essentiel, on a travaillé il y a 4 ans à une première opération d'autoconsommation collective au moment du basculement ou de l'ouverture au niveau de la loi de cette possibilité de pouvoir produire sur un site et, pour faire simple, je dirais, vendre à ses voisins. Donc on a mené cette opération à son terme, elle est opérationnelle maintenant depuis 4 ans. Et on a eu, dans le cadre d'un financement régional, l'opportunité d'engager 14 opérations en parallèle. Et ce qui nous a permis de pouvoir automatiser, industrialiser beaucoup plus la démarche, la méthode autour de l'autoconsommation collective, qui est souvent présentée comme une solution un peu complexe à mettre en œuvre et qui finalement, une fois qu'on a testé la démarche, n'est pas si compliquée que cela. Ce qui est très intéressant, en tout cas dans le cadre de la démarche d'autoconsommation collective, c'est la possibilité de communiquer pour les collectivités auprès de leurs citoyens, les entreprises, sur le volet de la production, de la consommation et
d'être en capacité éventuellement de leur proposer d'être bénéficiaires de productions locales qui peuvent être portées par la collectivité. Donc c'est un vrai projet politique et de territoire. Donc ça, c'était le message que l'on a pu partager avec les 14 territoires qui nous ont accompagnés et qui ont souhaité mettre en place l'opération. Et aujourd'hui, je dirais que la donne a un petit peu changé. On porte un groupement d'achat d'énergie à l'échelle départementale également. On a eu la chance d'avoir des prix très intéressants. On a cliqué au bon moment en fin 2020, début 2021. Donc sur 2023, les membres de notre groupement vont avoir des prix très intéressants. Pour autant, on a réuni tous nos membres, toutes nos collectivités en fin d'année dernière. Et le message qui était véhiculé, c'était de dire aujourd'hui, vous allez passer la vague sur 2023 par rapport à ce que vous pouvez entendre partout ailleurs. Pour autant, cette capacité que vous allez conserver, il y a assez peu de solutions pour pouvoir la maintenir dans la durée. La première, bien évidemment, c'est la partie maîtrise de l'énergie. La seconde, c'est d'aller chercher tous les potentiels de production que vous pouvez aller avoir sur le territoire pour pouvoir vous sécuriser un prix. Et ce qui est intéressant avec la partie autoconsommation collective, c'est que finalement, vous avez la capacité de mettre en place une production sur le site où c'est le plus opportun et de pouvoir en faire bénéficier les sites distants de ce site de production en utilisant le réseau de distribution, donc sans être obligé de recréer, faire des travaux spécifiques, mais du coup en utilisant le réseau de distribution pour affecter l'énergie injectée sur le réseau en totalité ou en surplus vers les bâtiments que vous aurez souhaité. Donc là, on le voit au niveau de l'illustration, vous pouvez avoir un site de production qui est soit en revente totale, soit en autoconsommation individuelle avec du surplus. Et du coup, ce surplus, le ventiler, l'affecter aux consommateurs qui sont à proximité de ce site de production et qui puissent ainsi bénéficier de cette énergie, cette fourniture d'énergie au prix que vous aurez défini, quoi. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, avec une installation de production d'énergie renouvelable, vous connaissez le prix d'investissement, vous connaissez à peu près les coûts d'exploitation sur quasiment une vingtaine d'années, vous êtes capable de faire des projections et donc de se définir un prix de kilowattheure produit avec une garantie dans la durée, quoi. Si on passe à la slide suivante. Donc ça a été dit tout à l'heure par Lionel Guy, le principe c'est aujourd'hui de se situer dans le cadre d'un disque de 2 km de diamètre. En fait, à l'intérieur de ce disque, vous devez retrouver à la fois les producteurs et les consommateurs. Il n'y a pas de notion d'être au centre du disque ou à l'extrémité. Il faut simplement que tout le monde soit à l'intérieur de ce disque et du coup, le producteur pourra vendre ou affecter, après ça c'est le choix du producteur, vendre ou affecter l'énergie injectée aux consommateurs qui feront partie de cette opération. Alors juste peut-être avant de basculer, dans le cadre de ces opérations, il y a généralement un acteur qui est souhaité, c'est la personne morale organisatrice. En fait, c'est une structure qui regroupe le producteur et les consommateurs et qui permet d'être l'interlocuteur unique vis-à-vis du gestionnaire de réseau. Si vous êtes sur une opération dite patrimoniale, donc en fait où vous avez simplement des bâtiments qui appartiennent à celui qui produit, qui sont des consommateurs, finalement, vous n'avez même pas à créer cette personne morale organisatrice, vous avez une seule structure qui est productrice, consommatrice et qui est l'interlocutrice vis-à-vis du gestionnaire de réseau. Donc voilà, si on passe sur la slide d'après, ça c'est une illustration de notre logiciel de suivi. Donc on travaille avec un prestataire qui est Enogri dans l'occurrence, où du coup on retrouve donc sur la partie droite en jaune la production ACC, c'est la production en autoconsommation collective. En fait, on voit que toute la production de la centrale a pu être autoconsommée ou quasiment à 99,2% a pu être autoconsommée par
les participants à l'opération. Et sur la gauche, en fait, on voit que sur les 126 mégawattheures de consommation de l'ensemble des participants, donc là on est sur les 6 derniers mois, sur les 126 mégawattheures de consommation, bah, ils en ont eu quasiment 11% qui sont venus de la centrale locale, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose où il faut que la consommation soit au même moment que la production pour que du coup les consommateurs puissent en bénéficier, quoi. Donc il y a une forme quand même d'incitation à aller consommer au moment où il y a de la production locale si on veut se voir affecter une part de la production sur sa consommation. Dans le cadre de la mise en place de l'opération, comme je disais tout à l'heure, un point important, donc la première chose, c'est déjà de trouver le site de production. Sans ça, ça sert à rien d'aller à l'étape suivante. Donc la première chose, c'est d'identifier le site de production le plus opportun. Ensuite, de faire ce choix finalement de est-ce qu'on veut se faire bénéficier de cette production sur simplement ces bâtiments publics à soi, ou est-ce qu'on veut ouvrir la vente d'électricité aux citoyens et ou aux entreprises. Donc ça, c'est un choix politique, mais c'est vrai que ça va fortement impacter la suite de l'opération, parce que dans un cas, finalement, on est seul sur l'opération, et donc on s'autogère, je dirais, pour les prises de décision. Dans le deuxième cas, finalement, on a une forme de communication, information, adhésion de la part des participants, une démarche contractuelle à mettre en place entre chacun. Donc c'est vrai qu'on est dans une opération un peu plus complexe qui est réalisable, mais en tout cas, voilà, qui n'a pas tout à fait la même envergure que quand on est simplement sur ses propres bâtiments. Donc c'est quelque chose qui est bien à prendre en compte. Voilà, rapidement en conclusion, c'est vrai que ce choix entre les deux solutions est primordial, parce que du coup, ça va impliquer directement le temps que vous allez consacrer au montage de cette opération. Et du coup, si vous partez sur une opération qui est ouverte vers le citoyen ou les entreprises, il y a tout un temps d'animation et de pédagogie qui est à intégrer, qui est non négligeable dans le cadre de l'opération, mais aussi dans le cadre du suivi. On le voit là dans les 14 opérations qu'on a lancées là en parallèle. On en a notamment une où il y a plus de 120 participants particuliers. Il y a un service après-vente aussi qu'il faut intégrer, et c'est pas forcément dans nos habitudes, mais donc voilà, faut bien prévoir et anticiper ces choses-là. Mais en tout cas, pour conclure, l'autoconsommation collective est une belle opportunité pour pouvoir réussir à se fixer une part du volet électron fourniture sur la facture au niveau de bâtiments qui sont peut-être pas les plus qui n'ont pas forcément la possibilité de recevoir une installation photovoltaïque, et donc du coup de pouvoir quand même bénéficier d'une opération un peu plus centralisée qu'on peut avoir sur le territoire pour maîtriser sa facture à la sortie, quoi. Merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant. Je pense effectivement que beaucoup de personnes se posent la question de l'autoconsommation collective. Et donc, effectivement, il y avait vos coordonnées, hein, donc je crois que vous restez à disposition également si des personnes ont des questions. Bien entendu. Et peut-être pour finir sur le levier 3 évoqué, donc de la sobriété, avec cette idée, voilà, de bilan des consommations, de rénovation des bâtiments publics. Je vais maintenant retransmettre la parole à Lionel Guy de la FNCCR, justement pour expliquer ce troisième levier. À noter qu'il sera suivi d'un témoignage de Joël Schmitt de la région Grand Est, voilà, pour parler des opérations mises en place par la région. Donc, je vous redonne la parole, Monsieur Guy. Merci beaucoup. Je propose donc de basculer sur un autre sujet cette fois et de parler un peu enjeu de sobriété de rénovation énergétique. Je vais aussi tenter de rester sur le créneau de 10 minutes, peut-être rappeler quelques enjeux qui sont complémentaires des enjeux qui ont été présentés au cours de cette masterclass, mais sur la question de la rénovation énergétique, c'est un enjeu important pour le tertiaire public. On est sur un parc d'un peu plus de 280 millions de mètres carrés pour les collectivités territoriales, dont 150 millions pour des bâtiments d'enseignement. Donc il y a des enjeux, quand on fait de la rénovation énergétique, il y a des enjeux économiques, mais il y a aussi des enjeux de confort pour l'ensemble des usagers. Je vous avais remis les éléments de la facture énergétique, mais ils ont fortement évolué. On était à 3,8 milliards d'euros, facture globale des collectivités territoriales sur la partie énergie en 2017, 4,2 en
avant la crise en 2021 et on devrait atteindre les 6 à 11 milliards fin d'année 2023. On avait assisté à une baisse de la facture, mais qui est largement contrebalancée par la crise qu'on vit actuellement. Et sur la rénovation énergétique, en plus de cet enjeu énergétique très fort, on est sur deux autres enjeux, une fragmentation des collectivités territoriales avec des parcs extrêmement différents. Construits dans des années différentes, donc une difficulté de dupliquer finalement les scénarios de rénovation énergétique, avec des enjeux aussi très forts en termes de gains, donc gains sur la facture bien évidemment, mais aussi des enjeux d'attractivité et d'économie sur le territoire, à faire marcher l'ensemble des entreprises de son territoire, et puis des obligations réglementaires auxquelles il faudra répondre. Je pense au décret tertiaire. Je rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. Le décret Bax aussi qui va arriver, et le rôle d'exemplarité des collectivités. Dans la diapositive suivante, on regarde un petit peu comment on essaie de modéliser un projet de rénovation énergétique. C'est un projet extrêmement engageant pour la collectivité, puisqu'il s'agit de modéliser l'évolution d'un bâtiment ou d'un parc sur 2030 ou 2040, avec un travail qui doit être fait déjà sur la connaissance de son patrimoine. Quel est l'état des lieux techniques? Est-ce que je connais la totalité de mon patrimoine, parce que c'est un enjeu pour les collectivités? Est-ce que je peux faire l'état des lieux des consommations? L'analyse des usages, des besoins et de leur dynamique, c'est important de comprendre comment vont évoluer les besoins du bâtiment entre aujourd'hui et 2030 et 2040, et comment je peux projeter mon patrimoine dans ces années-là, faire un diagnostic énergétique complet, travailler sur le niveau d'économie d'énergie, bien évidemment, qu'on pourrait atteindre, mais aussi s'interroger sur les questions d'entretien et de maintenance. Quel est le coût, la contractualisation, quelles sont les évolutions en termes de ressources humaines que je dois apporter pour faire évoluer mon parc, et puis travailler sur les questions de capacité de la collectivité. Est-ce qu'il existe un potentiel de financement, un autofinancement, ou est-ce qu'il faut que je délègue cette partie financière des prestataires? Une analyse des risques, le risque de la performance énergétique et du maintien de cette performance au fur et à mesure des années. Est-ce que la collectivité peut le faire ou elle doit le déléguer? Et est-ce que je dispose d'un certain nombre de moyens humains? Si on mouline un peu tous ces critères-là, on va aboutir à un certain nombre d'outils juridiques à disposition et d'outils financiers pour pouvoir mettre en œuvre la stratégie de rénovation du parc. Dans la diapositive suivante, je rappelle qu'il existe un certain nombre d'outils financiers à votre disposition si vous voulez vous lancer là-dedans. Tout d'abord, sur la première partie de faisabilité d'ingénierie, vous avez des aides de l'ADEME ou des aides de collectivités. Je pense à des syndicats d'énergie, des régions qui peuvent vous accompagner. En fonction de l'outil juridique que vous choisirez, vous pourrez faire appel à des acteurs un peu différents. Donc, il y a un panel d'outils juridiques à disposition des collectivités pour faire de la rénovation, soit des marchés publics classiques de travaux, fournitures et services, et les contrats de performance énergétique, le marché global de performance ou le marché de partenariat, tout en sachant qu'il y a un projet de loi qui permettrait de réviser le marché global de performance en CPE. Et comme je le disais, le vecteur qui pourra vous accompagner, donc soit la collectivité en direct ou en délégation, des entreprises ou des opérateurs énergétiques spécialisés. Sur les aspects financiers, pour financer justement les opérations de rénovation, vous en avez un certain nombre, les prêts bancaires. Pensez bien aux déciles et DETR portés par les préfectures. Il y a notamment le plan vert qui vient d'être relancé, dans lequel il y a un axe dédié à la rénovation énergétique, donc des subventions à aller chercher immédiatement, les subventions toujours de collectivités territoriales, les financements européens qu'on mobilise pas suffisamment, l'intracting de la Banque des Territoires ou le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et pour terminer, la FNCCR a développé le programme ACTE, que je peux vous présenter en une diapositive, qui est un programme d'accompagnement pour la mise en place de stratégies de rénovation du patrimoine public. C'est un programme C2E qu'on a mis en place dès 2019, qui est aujourd'hui doté d'un peu plus de 330 millions d'euros, avec une logique, redistribuer 90% des fonds aux collectivités directement par le biais d'appels à projets ou de sous-programmes, pour vous aider à développer vos stratégies de rénovation, et 10% des fonds dédiés à la structuration de centres de ressources, de données, de CCTP et d'autres lignes pour vous accompagner, avec une approche fondée aussi sur la mutualisation. Dans Acté, on essaie d'aller chercher les territoires ruraux pour mutualiser les candidatures avec d'autres territoires plus urbains, de manière à aller chercher ces territoires qui sont loin de la rénovation et enclencher les collectivités dans des stratégies long terme. Donc ça, c'est un peu pour la partie rénovation. Si on rentre dans la diapositive suivante sur la partie sobriété. Donc la sobriété, c'est un mot qui est largement utilisé depuis très très longtemps, mais qui est revenu en grâce depuis l'été dernier. Donc la sobriété, finalement, c'est la mise en place de gestes simples qui nécessitent aucun ou très peu d'investissement,
pour réduire les consommations d'énergie. Mais ceux qui gèrent cette sobriété au quotidien dans les collectivités ou dans les entreprises savent à quel point c'est difficile de mettre en place la sobriété par temps de grand froid. Mais voilà, je vous ai mis dans cette diapositive un certain nombre de gestes à adopter au sein des collectivités, notamment la mise en place de températures de consigne pour les bâtiments occupés ou inoccupés, la vérification également des différents systèmes de production, de chauffage, ventilation ou climatisation. Faire entretenir et maintenir ces équipements, c'est garantir de la performance à long terme et des réductions pour la collectivité. Et puis un ensemble de mesures, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur la partie éclairage public intérieur et extérieur, la sobriété des systèmes informatiques, la question des plans de déplacement collectivité ou administration, pour s'intéresser sur la question de la mobilité et de la consommation énergétique associée, et puis vraiment renforcer les contrats d'exploitation d'urgence de ces parties, chauffage, ventilation, climatisation. Voilà, vous pouvez télécharger sur notre site un petit memento à mettre sur le bureau pour se rappeler des gestes à faire au quotidien. Et le corollaire, pour terminer, de cette sobriété, de cette rénovation, c'est la question du suivi des consommations énergétiques. C'est un enjeu extrêmement important qui va s'accélérer notamment avec le décret BAX qui va imposer aux bâtiments de plus de 1000 m² de mettre en place des gestions techniques centralisées avec un certain nombre de motivations qui sont vraiment importantes et intéressantes dans les temps qu'on vit. Travailler sur la question du suivi de gestion des contrats d'énergie, connaître la répartition des dépenses par bâtiment, par compétence ou par service, travailler sur les questions d'optimisation contractuelle et vérifier, consolider les factures parce qu'il peut y avoir des points durs dans ce cadre-là, identifier les anomalies et pouvoir y répondre très rapidement, piloter sa démarche de rénovation énergétique, à mettre en place des indicateurs de performance, travailler sur des objectifs, des actions, un tableau de bord des consommations, et puis faciliter aussi la question de l'exploitation et la maintenance des équipements. La question du suivi des consommations énergétiques, on va voir un exemple dans l'intervention suivante, mais il y a énormément de fonctionnalités, on peut aller très très loin. Et nous, on mène une enquête annuelle sur les outils de suivi pour les collectivités. On a identifié plus d'une trentaine de logiciels qui peuvent répondre à vos besoins et peuvent aller sur des besoins un peu différents. Donc, on fait ce benchmark annuel pour vous aider dans ces choix-là. Voilà, je vous propose de passer peut-être aux exemples. Merci beaucoup, Monsieur Guy, pour ces pistes d'action, que ce soit sur la rénovation énergétique ou la sobriété énergétique. Du coup, effectivement, pour apporter un témoignage sur des actions mises en place, je vais transmettre la parole à Joël Schmitt, donc responsable du pôle efficacité énergétique et énergie renouvelable au sein de la direction immobilier et maîtrise d'ouvrage de la région Grand Est, qui va pouvoir nous parler de certaines actions, initiatives portées au sein de cette direction. Oui, bonjour, merci Joël Schmitt, donc vous m'avez présenté. Donc effectivement, je vais essayer de vous parler de tout ce qu'on fait concrètement à la région Grand Est. Donc ça reprend vraiment ce qui vient d'être expliqué par Lionel Guy notamment, mais de manière concrète, comment ça se concrétise chez nous. Déjà juste sur le système d'achat, puisque c'était le début, le début du webinaire, on est également en système d'achat dynamique avec des accords cadres pour l'électricité et le gaz en multiclic. Donc, on achète 120 gigawattheures d'électricité et à peu près 300 gigawattheures de gaz chaque année avec un système d'achat multiclic. Donc, nous aussi, on fait comme le Grand Nancy. Du coup, sur le contexte, la réno énergétique, le contexte du décret tertiaire tout juste abordé tout à l'heure, vous le savez fort probablement qu'on doit faire moins 40% d'économie d'énergie d'ici 2030 par rapport à une année de référence. Donc, nous, sur le patrimoine de la région Grand Est, on a un peu plus de 5 millions de mètres carrés, donc un peu plus de 3000 bâtiments à gérer, essentiellement des lycées et des bâtiments institutionnels. Donc, pour pouvoir atteindre cet objectif, respecter le décret tertiaire, on a évalué qu'il fallait nous faire une économie de chauffage de 170 gigawattheures d'ici 2030 chaque année et 48 gigawattheures en électricité chaque année. Donc, on a mis en place un certain nombre de projets pour essayer d'atteindre et de respecter les objectifs du décret tertiaire. Donc, en ce qui concerne le chauffage, mais je vais y revenir un peu plus en détail dans les slides suivantes. Pour ce qui concerne le chauffage, on a un plan lycée vert qu'on a lancé en 2021, je vais y revenir, qui nous permettrait d'atteindre 8% d'économie d'énergie. Une amélioration et une gestion des systèmes
Donc là, avec un temps de retour sur investissement très rapide, qui est aussi très efficace en termes de réduction des consommations de chauffage, une baisse de la température, des changements de comportement, dont a parlé M. Guy tout à l'heure, et on y reviendra. Sur l'aspect électricité, le programme Neolux, qui est du relamping en LED, il y a une diapo spécifique, le programme Solarest pour la mise en place de panneaux solaires, et puis des actions diverses. Donc, je sais qu'on est assez contraint en timing, donc je vais essayer d'être assez synthétique, mais enfin, vous présenter un petit peu ce que sont ces programmes et qui nous permettent normalement d'atteindre les objectifs du décret tertiaire. Donc, le plan lycée vert, il a été décidé en 2021 dans le cadre du plan de relance national, France Relance. Il y a aussi le plan de relance européen, REACT-EU, et puis maintenant, c'est poursuivi par le Fonds vert. Donc, c'est vraiment des opportunités pour nous, les collectivités, à saisir avec des subventions qui peuvent aller jusqu'à 80%. Donc, c'est très important. C'est pour ça qu'on essaye vraiment d'être très réactif quand ce genre de plans sont annoncés pour pouvoir faire un maximum de projets dans ce cadre-là. Donc, à partir de critères de vétusté du bâti, c'est la base de connaître son patrimoine, mais c'est très compliqué. Et déjà, ça, c'est un challenge, effectivement, quand on a plus de 3000 bâtiments, de savoir par quel bâtiment commencer, où isoler la toiture, les murs, où les fenêtres ont besoin d'être remplacées en premier. Donc ça, c'est déjà un challenge, mais par rapport à la connaissance qu'on a, on va prioriser par rapport aux consommations énergiques des bâtiments, là aussi j'en parle juste après, et par rapport à la pertinence de production solaire, puisque dans un second temps, on isole les toitures, et dans un second temps, on a prévu de mettre des panneaux solaires sur les toitures. Donc, on va ensuite décider ce qu'on rénove aux normes bâtiments basse consommation, c'est-à-dire à chaque fois qu'on prend une décision de rénovation, on a des critères très précis qui sont respectés à chaque fois, comme une certaine résistance thermique pour la toiture, une certaine résistance thermique pour les murs, donc un nombre de caractéristiques techniques qu'on respecte de manière systématique pour avoir en 2050 un patrimoine aux normes BBC pour respecter là aussi la réglementation. Donc, par rapport aux consommations énergétiques, c'est la slide suivante. Sans entrer du tout dans le détail de ce que vous avez, puisque de toute façon, vous ne voyez pas le détail, mais on a un outil qu'on a acquis, l'outil DeepKey, qui nous permet d'avoir une vision des consommations de nos différents bâtiments, de notre parc. Donc, nous, on a une vue générale, et puis sur chaque site, chaque bâtiment, on peut avoir une étiquette énergétique et une vue comme c'est à droite de la consommation annuelle ou de la facturation annuelle, donc que ce soit en euros ou en kilowattheure. On peut les comparer d'une année sur l'autre et par site. Et puis en haut à droite, la courbe de charge. Donc là, c'est une vision plus précise de la consommation du site qui nous permet de voir notamment les talons de consommation, mais on peut y revenir plus tard. Donc à partir de ces données qui nous sont procurées par l'outil DeepKey, ça permet de vraiment regarder les sites les plus énergivores sur lesquels il faut intervenir en premier, notamment par rapport au bâti. Donc ensuite, un petit point sur là où on est dans notre fameux plan lycée vert, qui a démarré, donc, je vous le disais, début 2021. Actuellement, on a déjà voté 94 millions d'euros, donc 70 opérations sont soit déjà finies, soit en cours, des opérations de rénovation thermique globale. Comme vous avez une photo sur le lycée Schumann à Metz, avec une isolation par l'extérieur des murs, on a changé toutes les fenêtres, on isole la toiture, donc voilà, par exemple, et on fait à chaque fois la ventilation. On a des opérations de rénovation thermique d'un élément du bâtiment, donc souvent c'est la toiture, dans l'objectif de mettre ensuite des panneaux solaires pour faire de l'autoconsommation. Et enfin, on a des opérations sur les systèmes. Donc là, la production d'eau chaude et de chauffage pour optimiser vraiment. J'ai une diapo juste après, si vous voulez bien passer. Voilà, un petit focus sur ces systèmes qui permettent vraiment qui ont un temps de retour, ces investissements-là ont vraiment un temps de retour très rapide sur investissement, de l'ordre de 5 ans, 7 ans, même moins en ce moment quand l'énergie est très chère. Donc, c'est vraiment le fait de piloter au plus fin les installations, d'équilibrer les réseaux, de mettre des chaudières performantes.
Donc, on a commencé à investir massivement 24 millions d'euros en ce qui nous concerne depuis 2021. On a déjà des résultats sur les baisses de consommation. Donc ça, c'est vraiment aussi un investissement auquel on ne pense pas forcément. On pense souvent à changer les fenêtres ou isoler les murs, mais pas forcément à s'intéresser au système. Et pourtant, c'est très, très efficace en termes de réduction de consommation. Et donc, on a en fait dans nos contrats, dans les contrats qu'on a mis en place avec les exploitants de nos sites, des bonus-malus, des objectifs de réduction de consommation en fonction des investissements qu'on fait sur les systèmes. Par exemple, si on investit dans une gestion technique centralisée dans un bâtiment, eh bien, l'année suivante, l'exploitant doit contractuellement faire 12% de réduction de consommation. Donc, et ainsi de suite. Pour les autres investissements, c'est pareil. On a contractualisé le fait que si on faisait tel investissement, l'année suivante, il devait faire tant de pourcents de réduction de consommation. Donc, et s'il ne le respecte pas, il y a un malus, une pénalité financière. Voilà, donc ça, c'est un exemple aussi sur les systèmes qu'il ne faut pas oublier. On peut passer à la diapo suivante. Donc, sur l'électricité, on a notre programme Néolux qui consiste à remplacer tous les luminaires qui sont dans tous les établissements, tous les lycées par des LED. Donc, c'est un gros projet, un gros programme puisqu'on a estimé à peu près à 500 000 points lumineux à traiter. Donc, le temps de faire l'accord cadre, on a 3 lots sur la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. Et on a commencé fin septembre. Le marché a été notifié fin septembre. On a déjà 19 000 luminaires de commandés et les installations des LED sont faites au fur et à mesure par les agents dans les établissements. Donc là, on estime que en fait, sur toute l'électricité, c'est-à-dire on a quand même 120 gigawattheures par an d'électricité qui sont consommés. Il y a à peu près 30% qui correspond à l'éclairage. Et sur ces 30% d'éclairage, le passage en LED doit nous faire permettre d'économiser 50%. Donc, c'est énorme et c'est pour ça que c'est un gros enjeu qu'on suit de près, mais c'est aussi un gros chantier, c'est 500 000 points lumineux à traiter. Voilà, donc c'est en cours. Un autre dispositif, alors là, je vous l'ai juste mis pour info, mais ça ne réduit pas la conso énergétique, c'est qu'on poursuit le raccordement de lycées à des réseaux de chaleur pour améliorer notre mix énergétique, on va dire. Ça ne réduit pas, mais ça verdit notre mix énergétique. Enfin, vous pouvez passer au slide suivant. Donc, c'est le programme Solarest. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire Solarest, c'est le fait de mettre des panneaux solaires sur notre patrimoine, que ça soit sur les toitures ou sur les parkings. En fait, on a fait une étude, un cadastre solaire. Sur les un peu plus de 3000 bâtiments, il y en a 1100 qui seraient pertinents. Si on recouvrait tous ces bâtiments et les parkings pertinents de panneaux photovoltaïques, on pourrait produire plus du double de ce qu'on consomme annuellement en électricité. Donc, à installer, on a 236 mégawatts crête et notre objectif, notre stratégie, c'est 236 mégawatts crête, c'est d'avoir une partie qu'on installe nous-mêmes par nos chefs de projet entre 250 et 300 watts crête sur les lycées pour faire de l'autoconsommation. Et le reste, dans un second temps, on verra via une société, vous pouvez aller à la diapo suivante, via une société d'économie mixte qu'on est en train de voir pour créer, etc., pour faire de la revente. Donc, nous, l'objectif est vraiment de rénover sur chacun des 220 lycées qui sont pertinents, au moins une toiture ou 2 toitures, de manière à pouvoir installer assez de panneaux solaires pour faire de l'autoconsommation. L'objectif, dans un premier temps, n'est pas de mettre tout ce qui est possible de mettre en panneaux solaires, puisque c'est quand même des investissements très importants et qu'en plus, après, on ne revendrait pas forcément très cher l'électricité à EDF, obligation d'achat. Donc, c'est vraiment d'essayer de maximiser ce qu'on peut autoconsommer sur place pour effacer une partie de notre consommation. Donc, je crois que j'ai un exemple concret dans un lycée, juste après, sur la diapo suivante. Voilà, donc là, c'est le lycée Schumann à Metz. Donc, on visualise une courbe de charge d'électricité.
et avec ce que j'ai mis à l'horizontale, un talon de consommation de 50 kilowatts, c'est-à-dire que même en été, quand le lycée est fermé, donc les 3 ronds orange qu'on voit, c'est les étés 2020, 2021, 2022, donc normalement le lycée est fermé, il ne se passe rien dans le lycée, et pour autant on consomme quand même 50 kilowatts. Donc, c'est le talon de consommation qui est important, qui nous coûte cher, si on multiplie ça par le nombre de lycées et par le nombre de mois. Donc, l'objectif est vraiment de pouvoir, d'une part, de manière générale, par toutes les actions en cours, réduire les consommations de manière générale, mais aussi les talons de consommation, donc vraiment de faire la chasse à tous les équipements qui restent en veille, branchés, allumés, qui font ce talon de consommation, ou les pompes dans les systèmes, dans les chaufferies, tout ce qu'on peut réduire, tout ce qu'on peut éteindre. Et une fois qu'on a minimisé ce talon de consommation, eh bien, de pouvoir essayer de fournir cette électricité nécessaire par des panneaux solaires qui sont en autoconsommation sur le site. C'est notre stratégie. Donc, on voit sur la diapo suivante, et c'est la dernière diapo normalement, ce que ça peut donner. Donc, toujours sur ce même lycée Schumann. On a un des bâtiments qui s'appelle l'Externa 1 sur la partie gauche là, qu'on voit. La toiture a été isolée, rénovée dans le cadre de France Relance, du plan de relance français. Donc, il a été fait l'an dernier. Et donc, cette année, on doit poser dessus des panneaux solaires pour pouvoir ensuite autoconsommer. On estime qu'avec la courbe de charge actuelle, on va à peu près pouvoir avoir une autoconsommation du tiers de la consommation annuelle du lycée. Donc, avoir aussi un temps de retour sur investissement d'environ 5 ans avec les coûts actuels de l'électricité. Voilà, donc je suis désolée, j'ai été très vite, donc j'ai essayé de vous donner un certain nombre d'actions qui sont en cours au sein de la région Grand Est pour le patrimoine, mais ça rejoint tout ce qui a été dit précédemment par les différents intervenants. Merci beaucoup, Madame Schmitt, pour ce témoignage aussi inspirant sur le panel d'actions déployé par la région Grand Est. On arrive donc à la fin de cette masterclass. Donc, on avait prévu un temps de questions-réponses. On a un peu mangé sur le temps imparti. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de questions. Je vois un commentaire surtout, donc sensibiliser, accompagner l'humain dans les projets pour faciliter la maîtrise d'usage des bâtiments et des interventions, actions mises en place, donc qui est plutôt, on va dire, une remarque qu'une question. Peut-être une question qui nous était remontée en amont de la masterclass via le formulaire d'inscription que je souhaitais quand même soumettre à nos intervenants d'aujourd'hui et qui me semble intéressante, c'est aujourd'hui justement vers qui un acheteur public peut-il se tourner pour se faire accompagner sur justement l'achat d'énergie, l'optimisation de ses pratiques d'achat d'énergie. Je ne sais pas si un de nos intervenants d'aujourd'hui veut peut-être se prononcer. Moi, je peux prendre la parole, j'imagine. Donc, Anne-Laure Nicolet, Opéra Énergie. Je pense que la FNCCR peut déjà vous apporter un certain nombre d'éléments. Alors, je vais faire de la promotion pour d'autres structures que la mienne. Je pense que la FNCCR a un certain nombre de ressources potentielles. Je ne sais pas à quel point il donne accès à ces ressources à d'autres structures que les métropoles ou les syndicats d'énergie. Je pense que vous pouvez, je ne sais pas de qui vient la question, mais vous pouvez aussi vous tourner vers vos syndicats d'énergie sur chaque territoire qui peuvent potentiellement vous proposer des solutions. Et après, vous avez un panel de cabinets de conseil qui peuvent être, qui peuvent vous accompagner à la fois dans la compréhension du marché, dans le montage des consultations et dans la mise en œuvre d'une stratégie d'achat dynamique. On était deux cabinets conseils aujourd'hui présents. Il y en a quelques-uns sur le marché, mais je vais terminer la promotion de mes concurrents ici. Mais en tout cas, nous, on est complètement disponibles si vous souhaitez des offres d'accompagnement sur vos marchés. On peut faire des choses un peu à la carte et ne faire que du suivi d'achat dynamique, ne faire que des stratégies d'achat, que des pièces marché, etc. Et puis, je vous invite aussi à beaucoup échanger avec vos fournisseurs
moi, c'est une couleur que je donne beaucoup à notre manière de travailler, mais dans le contexte actuel, les fournisseurs subissent beaucoup la crise qu'on vit, quoi qu'en dise le gouvernement actuel. Il peut y avoir des abus qui sont là par certains fournisseurs, mais de manière générale, les fournisseurs sont assez d'accord sur un certain nombre d'éléments de contexte qui prennent le plein fouet. Et je vous invite à vraiment discuter avec eux intelligemment dans le contenu de vos marchés pour que, voilà, pour que ce que vous mettez dans vos consultations ne soit pas des freins trop forts à leurs réponses. Avec la hausse des prix, il y a un petit peu plus de 3000 consultations qui sont publiées par an. Autant vous dire que les fournisseurs ne sont pas staffés pour répondre à un petit peu plus de 3000 consultations. Et il va être fondamental que vos consultations soient bien faites pour que vous ayez des réponses et des réponses avec des briques de risque de prix qui ne sont pas trop fortes. Donc, c'est vraiment important de vous rapprocher d'eux, de le faire potentiellement avec un tiers de confiance qui peut vous permettre de décrypter le vrai du faux dans ce qui a été dit par les fournisseurs, mais en tout cas de ne pas le faire tout seul. Voilà. Effectivement, si je peux rebondir sur ce qui a été dit, donc Monsieur Omni Energy Dev, il y a aussi peut-être une nécessité de monter en compétence au niveau des acheteurs publics, puisque plus vous acquérez, vous avez acquis en interne l'expertise et les subtilités des contrats, plus vous pouvez aussi nuancer les propos que peuvent tenir vos fournisseurs d'énergie. L'idée est aussi de savoir qu'est-ce que vous achetez, qu'est-ce que vous signez comme contrat, et parfois de faire sortir un peu de leur zone de confort les fournisseurs d'énergie pour avoir un contrat adapté à ce que vous souhaitez. Voilà, typiquement pour les contrats à clic, avoir des offres sur lesquelles la marge ou les fees pour chaque clic que vous souhaitez soit transparent et colle au plus juste sur le prix de marché, que la marge du commercial du fournisseur ne soit pas par exemple aberrante ou injustifiée. Donc il y a aussi, je pense, à un moment un besoin de monter en expertise, en maîtrise du sujet pour ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit et surtout oralement par le fournisseur. Puisqu'en période de vache maigre, c'est le contrat qui est signé qui fera foi et quelquefois, on peut à ce moment-là atterrir sur des contentieux ou des tensions vis-à-vis du fournisseur pour défendre vos intérêts. Voilà, donc ça aussi, aujourd'hui, un sou est un sou. Donc, les contrats doivent être signés en connaissance de cause. Je parle aussi notamment, je fais allusion au droit AREN, au recalcul des contrats sur 2023. Il faut quand même vérifier et ne pas se contenter de se dire c'est une mesure gouvernementale, tout le monde est traité pareil. C'est malheureusement pas toujours systématiquement le cas. Je crois voir que M. Guy voulait aussi intervenir sur Oui, ce je voulais juste me compléter, mais la totalité a été dit. Simplement, effectivement, pour une collectivité, fort intérêt à rejoindre un groupement d'achat, puisqu'on a vu quand même qu'il traverse mieux la crise qu'un acteur seul, et un groupement d'achat à être accompagné par un AMO. Il faut mutualiser les forces aujourd'hui. Et côté FNCCR, nous, c'est vrai qu'on anime un groupe de travail sur les achats d'énergie depuis de nombreuses années. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment de trouver des outils de mutualisation, de compréhension, et se rapprocher aussi, quand on fait de l'achat au clic, se rapprocher d'autres acheteurs pour partager les clics, les moments et les stratégies qui peuvent être différentes. Ok, et puis j'en profite du coup pour vous poser une autre question qui est remontée en parallèle dans le module questions-réponses, qui s'adressait à vous, Monsieur Guy. A priori, vous avez indiqué une évolution du prix de rachat de la revente du surplus en autoconsommation individuelle. Est-ce que le prix est identique est-ce que c'est le prix identique à celui de la revente totale? Est-ce que c'est bien le cas? Quel est le Oui, c'est ça. Le changement qu'il y a eu, c'est 2021 et un prix identique à celui de la revente. C'est ça. Et par ailleurs, une autre question également, il était indiqué pour l'autoconsommation collective une limitation de la puissance cumulée de 3 MWh. Est-ce bien cela? 3 mégawatts, ouais, 3 mégawatts. Pardon. Okay. Et 0,5 pour les ZNI. Et puis une question également sur la base AREN.
J'ai peut-être mal compris, nous dit une des participants, mais les marchés conclus en 2022 sur la base ARENH notamment vont augmenter de plus de 50%. Oui, oui, ouais, énergie neuf, hein, toujours. Bon, ça n'engage que nous. Alors, en fonction de votre volume de droits ARENH que vous avez, donc, qui a été signé, et vos droits ARENH sont identiques, quel que soit votre fournisseur d'énergie, que ce soit EDF ou des fournisseurs alternatifs, vous allez subir un écrêtement qui va s'appliquer sur votre facture, sur toutes vos factures de 2023. Donc, à partir de février, vous recevrez la facture de janvier 23. Et l'ordre de grandeur de l'impact financier, du rachat courant décembre d'électricité nucléaire qui manque suite à l'écrêtement, va avoir un impact de l'ordre de plus 50% sur votre budget prévisionnel, tout à fait, environ. Ça dépendra du volume ARENH que vous avez et aussi à quel moment votre fournisseur, entre le 1er décembre et le 15 décembre, a acheté l'électricité manquante. Donc, ce n'est pas négligeable. Merci pour les précisions, Monsieur Monny. Alors, je vois qu'on a largement dépassé le temps imparti. Donc, comme je vous le communiquais, vous aurez accès donc, au replay de cette masterclass, mais également au support de présentation. Et donc, en tant que participant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. On pourra éventuellement vous faire des mises en relation avec les intervenants de ce jour. J'en profite pour remercier nos intervenants. Et peut-être un point en conclusion, vu que nous savons que nous avons de nombreux acheteurs publics connectés aujourd'hui. Je parlais en introduction de la charte régionale de la commande publique qui fédère aujourd'hui 53 acheteurs publics du Grand Est et on espère bien plus dans les mois à venir. On a aussi des temps de sensibilisation et d'animation spécifiques pour les signataires de cette charte. Donc, si vous êtes intéressé en tant qu'acheteur de rejoindre cette dynamique, vous pouvez contacter Juliette Lacroix au sein de l'équipe Commande Publique Grand Est de Grand I9+. Voilà, donc voilà ces coordonnées à l'écran. Et donc, je vous remercie à tous pour votre écoute attentive et n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Merci à tous. Au revoir.